Salut, aujourd'hui je vous invite dans mon atelier pêche. Je vais répondre à vos questions et vous donner quelques petites astuces. Suivez-moi. Bon, salut Paolo, ça va? Ça se passe bien le Ça confinement? va, Baptiste? Comment tu vas, toi? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, copain. Bah non, non, juste au téléphone. Bon, bah on en profite aujourd'hui, une petite vidéo ensemble. Bah ouais, allez, c'est parti. Bon, bah déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais est-ce que tu peux te présenter pour le peu qui ne te connaîtraient pas? Paolo Valoré, je travaille chez Preston, je suis agent chez Preston. Je fais de la compétition et de la pêche au coup depuis de très longues années. J'ai plusieurs premières divisions nationales à mon actif, plus d'une dizaine. J'ai été vice-champion de France première division, j'ai été champion de France en deuxième division, j'ai été vice-champion du monde par équipe en Pologne. Voilà, quoi, j'ai fait pas mal de petites compètes. Euh, voilà. Et donc, du coup, tes pêches de prédilection, c'est quoi, Paolo? Ah bah mes pêches préférées, ça reste quand même les pêches à la grande canne. C'est c'est une pêche que j'ai pratiquée dès le début et qui est restée quand même ancrée en moi. Après, j'aime toutes les nouvelles pêches qui se développent aussi, le feeder, l'anglaise, on n'en parle plus beaucoup, mais c'était une pêche que j'aimais pas mal aussi. La pêche à la bolo, toutes ces choses-là. Et donc, du coup, bah, on a quelques petites questions pour toi de nos internautes. Alors, on va commencer par Philippe Duzan, donc il te salue. Donc, Salut Philippe. il est du 40 apparemment, donc vous devez vous connaître. Alors, il dit pour le montage des lignes, tu es plutôt plomb ou Olivette. Et pourquoi? Donc, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, j'utilise les deux. J'utilise aussi bien des plombées en plomb qu'une plombée avec des olivettes. Tout dépend de la situation et la façon dont tu veux tenir un peu ta ligne. Donc, les, les plombs, je les destine plus particulièrement aux lignes de petits poissons, gardons et plaquettes. Jusqu'à des flotteurs de 1,5 g, à peu près 1,5 g, voire 2 grammes, je monterai exclusivement en plomb pour ces pêches-là. Après, sur des flotteurs qui vont passer les 2 grammes, même pour les pêches de gardons, de plaquettes, des choses comme ça, de petits poissons, j'opterai plus facilement pour les pêches avec des olivettes. Après, rien n'empêche des cas un peu spécifiques. Par exemple, on va souvent, tous les ans, au Master des volcans. Sur des pêches comme ça où il y a énormément de poissons, même sur des lignes de 1 gramme, 1,50 g pour pêcher des gardons, j'utilise facilement une olivette pour que la ligne se mette beaucoup plus vite en place, que la plombée soit plus massive, des choses comme ça. Donc, en Donc, gros, on peut en conclure que pardon. on peut en conclure qu'une ligne avec des plombs, elle est beaucoup plus souple qu'une ligne avec des olivettes, c'est ça, Paulo? Ouais, c'est un peu le principe. C'est que la ligne avec des plombs va être beaucoup plus souple. Et d'ailleurs, sur des lignes en plomb, par exemple, là, je vais t'en présenter une, tu vois, c'est une ligne montée qu'avec des plombs. Je mets pas mal de plombs. Je me contente pas de mettre 6 ou 7 plombs. Sur mes lignes où je mets des plombs, il y en a toujours une bonne dizaine, voire plus. Ok. Donc voilà. Hop. Là, je déplie la ligne. Voilà. Donc, c'est une ligne, c'est une 0,60. Donc, tu le Bon, ça, vois peut-être pas bien, un gros plan tout à l'heure. Mais voilà. Donc, il y a 3, 6, 9, 10, 11, 12 plombs sur cette ligne-là. Plus 3-4 petits plombs ou style au-dessus pour faire l'équilibrage de la plombée. ok. Donc ça, en gros, c'est une ligne typique pour pêcher le gardon, je pense, de connaissance. Voilà, c'est ça. J'ai la chance de te Ouais, connaître depuis ouais. un moment, on a pas mal voyagé ensemble. Donc, je connais un peu comment tu fonctionnes. Donc je pense que ça, c'est une de
de tes lignes à gardon, quoi, de départ. Ça, c'est une des lignes à Gardon, effectivement. Donc, toujours, alors minimum, je le redis, minimum sur ces lignes-là, sur ces plombées de ce style-là, ça va être 10 plombs minimum. Ok. Jusqu'à aller jusqu'à 14 plombs facilement. D'accord. Et du coup, au niveau des plombs, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une plombée dégressive ou tu utilises des plombs de même taille pour ta plombée principale, je veux dire? Alors, sur la plombée principale, sur le groupe de plomb, j'essaye au maximum de conserver exactement la même taille de plomb. Par exemple, là, ça doit être des 10 ou des 9 sur la plombée principale. Ensuite, je monte toujours mes lignes. La plombée que je mets, que je range sur mon plioir, c'est toujours la même. Je débute toujours mes parties de pêche avec la même plombée. Alors, c'est vrai que je bouge énormément mes plombs, mais au départ, ma plombée est toujours identique. Donc, j'ai une plombée avec un groupe de plomb de 9-10 plombs, un plomb en dessous à peu près 5 cm, un deuxième à une dizaine de centimètres, et le dernier qui se situe sur la boucle, qui a une quinzaine de centimètres. Et pour ça, une petite astuce, c'est que sur mon bureau, sur mon plan de travail, là où je monte mes lignes, alors tu le vois peut-être pas de là, Non, non, mais mais on j'ai peut des avoir une petits image traits. dessus, y a pas de souci, ouais. Ouais. J'ai des petits traits qui sont faits, et à chaque fois que je finis de monter une ligne, je règle par rapport à ça. Ok. Comme ça, à chaque fois, ma ligne a exactement la même plombée pour commencer. Donc ça veut dire, en gros, si tu casses une ligne, tu peux reprendre une autre dans ton panier, parce que je sais que tu les doubles, voire les triples, et tout de suite la remettre sur ton kit et repêcher, sauf si tu as bougé au plomb avant, mais dans tous les cas, comme ça, tu es plus rapide en action. Voilà. Voilà. Ok. Bon, on va Il y a ce principe-là et le fait de connaître sa plombée. C'est que quand tu utilises toujours la même plombée, au moins pour le départ, tu sais comment ta ligne va évoluer. Tu sais comment tu vas contrôler ton flotteur. Parce que après, moi, je la place de cette façon-là, mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle va être adaptée pour quelqu'un d'autre. La plombée joue aussi sur la façon dont on va contrôler sa ligne, dont on va manipuler sa ligne, la mettre en place ou la positionner, des choses comme ça, pour faire des pompages, pour des aguichages, des choses dans ce style-là. Donc, moi, j'aime bien avoir toujours la même plombée pour débuter. Ok. En cours de pêche, c'est vrai aussi que je la fais beaucoup évoluer. Donc, sur mes plombées en plomb, ça se passe comme ça. Ok. Alors du coup, au niveau des olivettes, comment ça se passe? Tu utilises la même position ou tu es plus Alors, agressif, plus souple? pour les lignes en olivette, je vais t'en déplier une et puis je te propose après, on va en monter une, tiens, pour faire voir un peu le montage d'une ligne en olivette. Hop. Alors voilà. Le principe, c'est le même. C'est d'avoir une olivette qui est bloquée entre des plombs pour faire ta masse principale et d'avoir 3 plombs en dessous de ta masse principale. Un peu le même style. En fait, l'olivette, là, va remplacer mes 9 ou 10 plombs sur les lignes où je les monte principalement en plomb. Ok, ok. Donc, c'est à peu près la même plombée, la même distance pour débuter, mais les plombs que je vais placer en dessous de mon olivette, là, j'aime bien utiliser des petits plombs par rapport à une ligne classique en plomb. Surtout sur les plombs de touche, j'utilise facilement des plombs de touche assez petits sur ce style de ligne comme ça. Et Alors, ça, c'est des lignes que j'aime particulièrement lorsqu'il faut pêcher en étang ou dans des canaux, des petites rivières, où c'est surtout des pêches de plaquettes et de beaux poissons. ok. Donc En là, gros, je vais te faire voir.
en gros, un plomb de touche plus gros pour les pêches de gardon que pour les plaquettes, tu utilises un plus petit plomb de touche. Bah, sur les plaquettes, j'utilise facilement des plombs de touche de 12, voire 13, surtout dans les étangs, alors que je n'utiliserai pas forcément des plombs de cette taille-là pour pêcher physiquement des gardons. Pour pêcher des gardons, j'utiliserai plus facilement des plombs de 11, 10, voire 9 sur des lignes à gardon. Ok, alors t'expliques ça comment? C'est par rapport au réglage de ta ligne ou comment le poisson mange? Alors, les gardons, bah, dans la grande majorité des cas, déjà, on ne les pêche pas en traînant sur le fond ou en faisant des grands pompages, des choses comme ça. Alors qu'avec une ligne comme ça, on traîne facilement, c'est-à-dire qu'on va poser le bas de ligne, voire même le plomb de 13, justement, un peu qui va tatillonner le fond. Et donc, c'est pour ça que j'utilise essentiellement des petits plombs de touche pour pas que le flotteur soit déséquilibré par ce petit plomb de touche qui frotterait sur le fond. Ok, ok. Bon, bah, c'est cool. Je pense que nos internautes ils vont être bien éclairés là-dessus. Donc, on va passer à la prochaine question. Donc, d'Antoine, donc, qui te salue toujours et qui voudrait savoir monter lui-même ses bas de ligne de A à Z. Et il aimerait savoir qu'est-ce que tu lui conseilles comme hameçon et nylon pour les pêches de blanc et de pêche de carpe au cou. Et en même temps, est-ce que tu peux nous expliquer, nous éclairer sur les nouveaux flotteurs de chez Preston? Mais ça, on a une autre question après qui en parle, donc je pense que tu reviendras là-dessus dans cette quatrième question. Donc du coup, ouais, si tu peux nous en dire un peu plus sur le montage des bas de ligne, toi, comment tu procèdes, qu'est-ce que tu utilises comme hameçon, quel nylon, en gros, ce que tu utilises dans 90% des cas de tes pêches, quoi. Bah, dans la grande majorité des pêches, j'utilise des bas de ligne de confection artisanale. Hein. C'est des bas de ligne que je monte moi-même. Il n'y a que pour le feeder où j'utilise des hameçons montés pour pêcher au feeder et pour pêcher aux méthodes. On a une série d'hameçons montés qui sont vraiment géniales. Et là, je vais vous faire voir pour les pêches à la canne ou à l'anglaise ou à la boulot, des choses comme ça, la façon dont je procède pour préparer mes bas de ligne. Alors, j'ai longtemps monté mes bas de ligne à la main, sans utiliser de machine, parce qu'il y a plusieurs machines qui existent sur le marché. Hein. Et moi, j'étais perplexe à utiliser ce style de machine-là. Et puis, en vieillissant, et puis au fur des années, je me suis rendu compte que utiliser une machine pouvait être agréable parce que la qualité du bas de ligne n'en dépérissait pas et que ça allait peut-être plus vite que de les monter à la main. Donc, moi, c'est une machine qu'un copain, d'ailleurs, je le remercie, c'est Enzo, je lui fais un petit coucou au passage, m'a fait artisanalement il y a une dizaine d'années et je l'ai encore. Donc, ça me permet monter des bas de ligne de 10 cm à 60 cm. Donc là, avec celle-là, c'est assez facile. Donc, et pour les hameçons que j'utilise pour la pêche au cou, à la canne ou à l'anglaise, des choses comme ça, c'est la série naturale de chez Preston. Donc, je les ai déjà présentés plusieurs fois sur des vidéos ou des reportages. Et mes deux préférés dans la série, c'est le N10, qui est un hameçon noir avec une tige mi-longue et arrondie. Et le N40, toujours un hameçon noir, de fer assez fin, sur lesquels on peut piquer assez facilement des vers de vase, pinky, tout ce qu'on asticot, terreau. Mais ils ont un piquant vraiment très très bien prononcé, très prononcé, ce qui fait que les èches ne s'abîment pas.
Ok. Donc, là, je vais te faire voir vite fait comment on monte un hameçon avec cette machine, mais sur le marché, pour quelqu'un qui va débuter, il trouvera facilement des appareils pour monter les batteries. Alors, ça, bien sûr, tu prends pas le coup de main comme ça du jour au lendemain, mais à force de pratique, tu arrives à avoir vraiment des badines euh, qui sont au top. Donc là, je prends, par exemple, je vais monter avec un N40 en 18. Donc, en gros, Je vais le Paolo, monter. on peut dire à Antoine que pour les pêches au verre de vase, tu préconises le N40 et pour les pêches un peu plus faciles et à l'astico, le N10. En gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ah, En gros, Et, c'est ça. et du coup, qu'est-ce que tu utilises comme nylon pour monter tes bas de ligne? Fluorocarbone, un nylon Alors, classique? alors, pour monter mes bas de ligne, j'utilise principalement de l'AccuPower. D'ailleurs, alors l'AccuPower, j'utilise aussi bien pour monter mes bas de ligne que pour monter mes corps de ligne, pour monter mes lignes aussi avec. Alors, ça va de 7 à 22 centièmes. Donc, même pour les lignes à carpe, j'utilise ça sans aucun souci. Alors, l'avantage de ce nylon-là, c'est que il ne se vrille pas, ne s'abîme pas. Même lorsque vous stockez vos lignes depuis un long moment sur vos plioirs, vous verrez que lorsque vous allez déplier votre ligne, vous n'aurez pas la marque du plioir qui va s'installer sur le lion. C'est un fil vraiment très 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 bon. Donc, euh, tu parles de fluorocarbone. Alors, ça m'arrive aussi de monter quelques bas de ligne en fluorocarbone pour des pêches un peu spécifiques où il faut un bas de ligne beaucoup plus rigide. C'est pas mal d'utiliser du fluorocarbone. Ok. Donc, en gros, et après, qu'est-ce que tu utilises comme longueur de bas de ligne? Parce que j'ai la chance de te connaître, donc je sais que tu utilises différentes tailles de bas de ligne, mais je pense que ça peut être intéressant d'en parler aux pêcheurs. Ouais. Je pense que dans compétition, tout le monde a des boîtes de bas de ligne avec des longueurs différentes. Ça, c'est pas forcément un secret. Moi, le premier, j'utilise des bas de ligne qui vont aussi bien de 8 cm, qui peuvent aller jusqu'à 40-50 cm pour la pêche au cou. Le 8 cm pour pêcher les ablettes, les poissons de chat, des pêches, on en reparlait tout à l'heure, comme au volcan où la ligne se met très très vite en place, ce qui fait que, et où il y a beaucoup de touches, les touches sont rapides et régulières. Donc avec un bas de ligne court, on va percevoir la touche beaucoup plus rapidement. Donc, et le fait d'avoir un bas de ligne, par exemple, on parle des volcans, on revient souvent là-dessus, mais c'est une pêche qui est vraiment très belle et qui est très rapide. On a beaucoup, beaucoup de touches. Le fait d'utiliser des bas de ligne en 8 ou 10 cm en fluorocarbone, on détecte les touches beaucoup plus rapidement et plus facilement. D'accord. Et je pense qu'aussi, on s'en mêle moins avec un fluorocarbone. Voilà, c'est vrai aussi, ouais. Ça c'est vrai aussi. Et donc après, tu utilises quoi? Donc des 8, après des 15? Là, je vais te faire. Attends, ça a coupé, là, je t'entends plus. Je vais te faire voir le montage d'un hameçon, Baptiste, parce que j'ai une petite astuce, enfin une petite astuce, un petit conseil à vous donner pour ça. C'est que, voilà, je vais vous faire voir. C'est quelque chose que je pense c'est très important à faire que vous montiez vos bottines à la main ou avec d'autres machines. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez. Alors, voilà. Là, déjà, je coupe un bout de nylon, je fais une boucle. Alors, je laisse toujours, quand je coupe au niveau de la boucle pour mes bas de ligne, je laisse toujours 1 millimètre, voire 2 dépassés. Pourquoi? Parce que lorsque on a l'impression de toujours bien serrer son nœud, mais lorsqu'on va être en tension sur le nylon, le nœud a toujours tendance à se resserrer et à rétrécir à ce niveau-là. Donc déjà, ça, c'est un des petits trucs. Donc voilà, donc moi, là, c'est un bas de ligne de 20. Donc comme je disais, un N40 en 18. Donc, pour moi, voilà, tu vois, là, il suffit que je tourne le nombre de tours avec la manivelle. En général, j'en fais 9. C'est pas mal.
Hop. Alors, la petite astuce, c'est que j'ai un pinceau avec un petit pot d'eau. Et à chaque fois, avant de serrer le fil au niveau de l'hameçon, je viens tout le temps tremper l'hameçon et le nylon à ce niveau-là. Ça permet au nylon de ne pas trop s'échauffer lorsqu'on va serrer le fil sur l'hameçon. Et du coup, tu Moins économises ça un peu de salive comme ça. Voilà, tu as tout compris. Voilà. Donc, toujours vérifier que le fil passe devant la palette de l'hameçon et non derrière, toujours devant. Ça, je vois souvent l'erreur. Voilà. Et pareil, lorsqu'on coupe le nylon au niveau de l'hameçon, n'hésitez pas à laisser un petit millimètre de nylon. Voilà, tu vois. Là, j'ai un hameçon qui est monté. Après, on fera un gros plan, je te le ferai voir. Mais de cette façon-là, c'est assez rapide et je peux préparer pas mal d'embadines à l'avance. Alors, pour les stocker, j'utilise aussi bien des boîtes dans ce style-là, des boîtes Preston, où tu vois, on peut ranger des badines de différentes longueurs. Sur celle-ci, on peut mettre des 7,5, des 10, des 12 et des 15. On en a aussi une autre où, par exemple là, où on peut stocker des hameçons plus longs qui vont de 15 jusqu'à 30 cm. Voilà. Une petite nouvelle qui arrivera après le confinement aussi, qui est là, où on peut mettre des badines Ouais. jusqu'à 2 cm. Donc ça, c'est pas mal aussi, Ouais. je pense. Ouais. C'est dans le même genre, mais tu pourras en stocker un peu plus, Paolo. Ça, c'est parfait pour toi, fan des badines. Ah, c'est vrai que j'en ai quelques-unes de boîtes à hameçons. Elles sont pas toujours forcément pleines, mais avec le confinement, ça va m'aider à les remplir. Et donc, du coup, ouais, au niveau des longueurs, après, tu disais que tu utilisais des 8 cm pour les pêches rapides. Et donc, après, qu'est-ce que tu utilises d'autre? En général, Ouais. pour les pêches classiques, quoi. Alors, pour les pêches classiques, il y a deux tailles qui reviennent assez souvent, c'est les 15 et les 20 cm. Alors, pour les gardons, enfin pour les pêches de garlons, de petits poissons, des choses comme ça, j'utilise souvent des 15 cm. Et pour les pêches d'étang, de plaquettes, de brème, j'utilise souvent des 20 cm. Ça, c'est les deux tailles qui reviennent très très souvent. Okay. Donc, en gros, on peut dire 8 cm pour les pêches rapides et après, pour toutes les pêches classiques, un bas de ligne de 15 ou 20 cm. Et après, je pense que tu as des Voilà. bas de ligne un peu plus longs pour quand tu dois traîner un peu plus sur le fond ou les pêches en rivière, les choses comme ça. Oui, bah, après, j'ai des badilles de 30, 40 et 50. Et ça, c'est plus sur des pêches un peu. Les 30, on les utilisera quand il faudra traîner un peu. Et les 40, 50, c'est surtout pour les pêches de rivière ou des pêches lorsqu'on doit pêcher avec des flotteurs plats, des choses comme ça. Ok. Alors, du coup, Antoine, il voulait savoir aussi qu'est-ce que tu préconisais comme hameçon et nylon pour les pêches de carpe au cou. Alors, pour la pêche de carpe au cou, je le disais tout à l'heure, j'utilise l'AccuPower, mais il m'arrive aussi de monter des lignes avec. Alors, attends, bouge pas, je vais chercher ça. Avec le nylon Sidrom aussi. Voilà. Alors, que ce soit l'AccuPower ou le Sidrom, pour monter les lignes au cou, il y a les lignes au cou à carpe, bien sûr, il y a pas de souci. Donc le Sidrom va jusqu'à 27 centièmes au niveau du diamètre et la Q-Power jusqu'à 22. Alors la petite particularité du Sidrom, je vais vous faire voir ça, c'est sa couleur. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais tu feras un gros plan. En fait, le nylon Sidrom, il a une couleur un peu verte, verdâtre. Alors, ceux qui pêchent beaucoup en carpe de Rome le voient souvent.
l'eau n'est jamais très claire en carpodrome, car les carpes, à force d'être amorcées avec les pelés, des choses comme ça, lorsqu'elles sont en activité, l'eau est troublée. Elle est un peu marron, verte. Et c'est un nylon qui se confond très bien dans ces eaux-là. Donc en gros, il fait un peu camouflage. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a répondu Donc, à la question d'Antoine. Tu as peut-être quelque chose à redire, Paulo, excuse-moi. Je sais pas, il n'avait pas demandé également pour les hameçons, Pour les hameçons à ouais. carpe. Ouais. Alors, attends, je vais chercher ça là. Voilà. Alors, j'utilise sur les pêches de début de saison, des pêches où les carpes sont un peu difficiles. J'utilise des GPM B qui sont pour ces pêches-là sont vraiment top. Et pour les pêches où il y a beaucoup de poissons, où les touches sont régulières, où il faut faire des beaux scores, j'aime bien utiliser les CD02. Alors, mais pour ça, je pense que il y a Fabrice, Casimir, Cédric De Bruyne, Stéphane Jacob qui sont vraiment au top là-dessus et qui ont fait quelques présentations de matériel et qui vous en parleront beaucoup mieux que moi. Non, mais ça revient à ce qu'ils disent. Ils utilisent beaucoup les CD02. Donc, tu vois, tout le monde est sur la même longueur d'onde chez personne. Donc, c'est cool. Ouais. On se regroupe un peu sur ces produits-là. Donc, du coup, après, la prochaine question, vient d'un certain Damien qui nous dit: pourquoi parle-t-on de poids de canne ou d'équilibre? Quelle est la différence? Alors, ça, c'est une question qui revient souvent lorsqu'on. Donc, tu le sais, hein, on fait souvent les salons ensemble. Tu viens souvent me donner un coup de main pour faire les salons dans le Nord ou dans l'Est ou même en Belgique. Et c'est des questions qui reviennent assez souvent. C'est des questions qu'on nous pose souvent. Et j'ai une réponse qui est un peu brute, mais le poids d'une canne, je m'y intéresse pratiquement jamais. Alors, bien sûr, si on prend une canne qui fait 900 grammes et une canne qui fait 1,5 kg, le poids sera. On va ressentir le poids. Mais ce qui est important lorsqu'on essaye une canne, c'est pas de savoir son poids, c'est vraiment de regarder, c'est son équilibrage. Une canne qui va peser 800 grammes et une qui va peser 890 grammes ou 900 grammes, et si l'équilibre est beaucoup plus important et mieux fait sur la canne de 890 ou 900 grammes, elle vous paraîtra plus légère que celle de 800. Et ça, l'équilibrage, en fait, c'est lors de la conception des cannes, hein, ça se joue dans les usines. C'est à ce moment-là, c'est que plus on porte le poids de la canne vers l'avant, plus vous allez avoir l'impression que votre canne est lourde. Et plus on le portera vers l'arrière, plus vous allez avoir l'impression que votre canne est légère. Mais après, c'est une histoire de. On ne peut pas forcément mettre tout le poids d'une canne vers l'arrière parce que ça la fragiliserait à certains endroits. Donc, ça, je ne suis pas assez calé en ingénierie pour c'est une parler de question tout ça, d'équilibre. mais ça joue à ce niveau-là. Ok. Donc, je trouve que c'est une bonne petite précision parce que c'est vrai que souvent, on nous reproche que la gamme de cannes euro, elle peut être lourde sur le papier, mais après, les gens, une fois qu'ils prennent les cannes dans les mains, ils sont assez bluffés et ils se rendent compte que c'est pas un poids, c'est plutôt un Ouais, équilibre. bah oui. C'est pour ça que c'est. Ah, bon, bah, alors, du coup, on va passer à la question de Coco Preston. Donc, bonjour Paolo, je me présente. Fabrice, j'ai acheté des flotteurs Chianti, F1 Pellets, Scar Pellet, F1 Maggot, F1 Shallow. Et j'ai aussi il a toute la gamme de flotteurs Sidro. Quel montage vous pourriez me conseiller pour ces ensembles de flotteurs? Merci bien cordialement. Donc, du coup, ça revient un peu avec la question d'Antoine qui nous Voilà. demande une explication sur les nouveaux flotteurs Preston. Alors, les nouveaux flotteurs Preston. Voilà, je les ai là. Alors, la particularité, c'est que dans cette série de flotteurs, ils ont tous la même forme. La forme est identique pour les 5 flotteurs de la série.
Ce qui va changer, c'est la matière de la quille et la matière de l'antenne. Alors, si on prend par exemple le F1 pelé, il a une quille en éthanol. Alors, c'est de l'acier, mais qui revient tout le temps à sa place, qui est indéformable. Voilà. Donc, pour les pêches de carpe, avoir une quille qui ne se déforme pas, c'est quand même important parce qu'on a souvent des décrochés, des loupés ou des choses comme ça, des lignes qui reviennent. Et on voit souvent des quilles de flotteurs se briser ou se plier. Donc, ce nouveau, cette matière-là participe à garder vos flotteurs plus longtemps. Alors, l'antenne, on a différentes sortes d'antennes, avec des diamètres différents. Alors, c'est du plastique creux, mais avec des diamètres différents. Donc, je ne sais pas si on le voit bien. Avec des grosseurs différentes selon l'èche qu'on va utiliser. Si on pêche à l'asticot, on n'a pas forcément besoin d'avoir une antenne aussi porteuse que si on pêcherait au maïs ou au pelé dur. Donc là, pour par exemple pêcher au pelé dur ou au maïs, on peut utiliser un carpe pelé avec une antenne un peu plus porteuse. Et pour pêcher à l'asticot, on peut utiliser un F1 maggot. Okay. Alors, la deuxième particularité de ces flotteurs, c'est l'œillet. L'œillet, alors là, je suppose qu'on ne le voit pas, mais l'œillet est inséré par le dessus. Il est, de toute façon, je pense que tu as des plans de coupe pour ça, Baptiste, et que tu pourras le faire voir. C'est que l'œillet est vraiment inséré par-dessus de façon à ce qu'il ne puisse pas s'arracher. Donc, voilà. Donc, du coup, après, c'était aussi, il voulait savoir une petite précision sur la gamme Syndrome. Donc, je pense qu'on peut lui dire, en gros, la gamme Death Ship, c'est des flotteurs assez techniques, comme tu l'as dit, pour pêcher Voilà. avec des plus petites aiches, des choses comme ça. Ça va être à Voilà. utiliser cette gamme-là plus pour les pêches d'hiver, les pêches techniques, et la gamme Syndrome, elle, qui est vraiment destinée aux pêches de gros poissons avec des grosses aiches. Voilà, ouais, c'est ça. La gamme Syndrome, pardon, comme tu disais, pour des pêches à la patte, pour des pêches avec des grosses aiches, des pêches où il y aura énormément de poissons à faire. Ce sont des flotteurs qui sont très robustes pour des pêches dans ce style-là. On a par exemple le flotteur à pattes, là, le CD07, qui est réglable jusqu'en haut. Comme ça, on peut ajuster son équilibrage. On a le 0,8 qui est un pré-plombé. Voilà. Et tout le reste de la gamme. On voit un peu toutes Alors, les types de pêches avec différentes formes, quoi. Voilà. Alors, je ne pense pas que je trahisse un petit secret en disant que le 0,1, c'est un des flotteurs un peu favoris de Fabrice, Cédric et Stéphane. C'est une forme et un flotteur qu'ils apprécient tout particulièrement. Et donc, du coup, Coco, il nous demandait comment tu montrais ces flotteurs-là. Alors, les flotteurs à carpe, déjà au niveau des plombs, j'utiliserai que des plombs Stotz qui sont beaucoup plus faciles à pincer sur des nylons de diamètre un peu plus important, à partir de 15 à 20, 22 centièmes. Des fois, on a du mal à pincer des petits plombs, surtout des petits. Lorsqu'on parle de plombs de taille 10 ou 9, voire 8, c'est compliqué de les pincer, d'avoir une plombée vraiment parfaite sur un nylon de cette taille-là. Tandis qu'avec des plombs carrés Stoss, comme on a, là, c'est vraiment d'une facilité infantile. Et la plombée est vraiment très, très bien alignée. Okay. Donc déjà, de une, pour l'utilisation des plombs, j'utiliserai ça. Le nylon, on en a parlé, c'est l'AccuPower ou le Power de chez Syndrome.
Euh, la plombée, là, contrairement à ce que j'utilise au cou, ce sera maximum 6-7 plombs, mais maxi. Et je pratique pas de pêche avec une plombée assez étalée. Ce sera une plombée et un plomb de touche. Ok. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a répondu à toutes les questions de Coco Preston. Alors maintenant, on va passer à Annabelle. Salut Paulo, je suis de Lille. Je voulais savoir si tu prenais le même diamètre de gaine silicone pour ta quille, pour faire ta ligne, et combien de plombs en moyenne tu mets sur tes lignes. Donc tout à l'heure, tu y as répondu, ainsi que la taille du plomb de touche. Merci beaucoup, ne change rien, continue, tu es au top. Donc du coup, je pense que la question, c'est savoir si tu utilises un diamètre de gaine silicone égal au diamètre de ta quille ou si tu utilises quelque chose de plus fin, plus large. Alors, j'essaye d'utiliser des gaines silicone qui soient assez serrantes. Alors, attention, lorsqu'on n'a pas trop l'habitude, ça peut être dangereux lorsque vous bougez votre ligne. Alors, toujours, un petit conseil que je peux donner pour ça, c'est enlever la gaine qui se situe tout en bas de votre quille pour déplacer votre flotteur. Alors, quant à la taille de la gaine, bien sûr, il faut l'adapter à la grosseur de la quille. Donc, tu vois, là, par exemple, j'ai une gaine Presson de 0,5 et j'ai une quille carbone qui fait 0,5. Si je les enfile, ça va très bien. Juste, si j'y ajoute un nylon, jusqu'à 10-11 centièmes, ça ira. Mais par contre, si j'utilise un nylon de 14-16 centièmes pour monter une ligne comme ça, la gaine va peut-être être un petit peu trop serrante. Et dans ce cas-là, il faudra passer à la taille au-dessus, ce qui permettra d'ajuster avec le fil la gaine sur la quille du flotteur. Ok. Et du coup, combien de gaines tu utilises sur tes flotteurs, Paulo? Alors, sur les flotteurs, j'utilise 3 gaines. Alors, tout à l'heure, on devait monter une ligne, on ne l'a pas fait. On la fera à la fin si tu veux. Ouais, Et je te ferai voir, je te ferai voir comment je positionne mes gaines. Alors, j'utilise toujours 3 morceaux de gaines, 2 petits, un plus long pour le dernier. Et je peux, sur des flotteurs, donc tu vois, avec des très très longues quilles, aller jusque 4 morceaux. Alors pourquoi? C'est parce que lorsqu'on fait bouger le flotteur sur la ligne, si tu n'as que 1 ou 2 morceaux de gaine, la quille va facilement se cintrer et ok. s'abîmer. Et risquer de la casser, ouais, ok, ou de la tordre. Voilà. Et donc la dernière question qu'on a, donc elle est de William qui nous dit qu'il s'est offert une canne pour cette nouvelle saison, une ProType X100. Il a déjà réussi à faire quelques pêches avant le confinement avec un élastique de 3,2 plein, mais il a l'impression que l'élastique est trop gros pour l'action de la canne, sachant qu'il pêche essentiellement en carpodrome, des poissons jusqu'à 8-12 kg. Est-ce qu'on aurait quelques précisions à lui apporter et au cas où, est-ce qu'il devrait se porter sur un autre modèle? Bah, alors, la ProType 100, c'est une très bonne canne pour débuter. L'élastique de 3,2 plein, je ne l'aurais peut-être pas conseillé de mettre ça d'entrée. Surtout que je pense que pour passer un 3,2 plein et pour son utilisation, je pense qu'il faut recouper un peu le sillon pour ça. Mais sinon, pas de souci au niveau solidité et l'action pour faire des poissons entre 8 et 10 kilos, cette canne convient très bien. Maintenant, s'il souhaite par la suite avoir une canne un peu plus rigide et où il veut faire des poissons peut-être entre 12 et 15 kilos, on a sorti cette année l'Eurocarp 400 et je pense que c'est une canne qui lui plaira pas mal. Ok. Ok, ok, Paulo. Donc, du coup, après, j'avais une petite batterie de questions. Donc, quelle forme de flotteur tu utilises le plus? Où et pourquoi? Alors,
Bah ça, je pense que tu sais un peu quels sont mes flotteurs fétiches. Hein. Quand on s'est connus il y a longtemps maintenant, mais tu regardais pas mal ça. Euh, je pêche souvent avec des flotteurs carottes. Alors, une forme carotte, avec une quille très courte et une antenne qui va de 0,6 à 1 mm en plastique. Alors, la particularité de ce flotteur, flotteur carotte, c'est que on l'utilise déjà sa stabilité. Il est toujours stable, qu'il y ait du vent, qu'il n'y ait pas de vent, qu'il y ait un petit peu de courant ou pas. C'est un flotteur qui se positionne très vite et qui est toujours stable dans l'eau. Deuxième petite particularité de ce flotteur, c'est que sur les pêches où il y a quand même quelques touches, les pêches de gardon, des pêches rapides, c'est un flotteur qui, lorsqu'on a pêché quelques temps avec, on arrive à détecter la moindre petite touche. Même si c'est une touche qui s'est déclenchée avant que l'èche arrive, arrive en place, se mette en place sur le fond, on arrive à détecter la touche. Donc, c'est un de mes flotteurs préférés. Ensuite, et quoi? Oui, je confirme, hein, pour la petite anecdote, on a fait une américaine ensemble, je me rappelle en Belgique, et tu utilisais un flotteur comme ça, et tu voyais des touches que moi je voyais pas, et donc depuis, c'est vrai que je suis adepte aussi de ce flotteur. Ouais. Ouais. Pour la petite Après, histoire. voilà. Donc après, j'utilise des formes classiques, hein, des bouteilles pour les pêches en canot, les pêches d'étang également, les pêches de gardon, de plaquettes. Euh, alors, j'utilise des formes bouteilles, mais j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser ces flotteurs, que ce soit les flotteurs carottes ou les flotteurs bouteilles, avec des quilles assez courtes, pour que les flotteurs se mettent rapidement en place. Alors, on pourrait croire que le fait d'avoir une quille plus longue, le flotteur serait moins stable et se mettrait moins bien en place. Euh, pour ma part, je pense pas que ce soit vrai. Donc voilà. Et après, j'utilise des formes un peu classiques, hein, des boules, des poires. J'aime bien. Alors depuis quelques années, surtout pour les pêches d'étang, j'aime bien utiliser des flotteurs avec des quilles en carbone. C'est l'un de mes petits flotteurs chouchous sur ces pêches-là. Ok. Donc, comme on peut voir, dans tous tes choix, c'est des choix assez simples, mais qui montrent bien que tu es quand même un champion, Paolo. C'est la précision et la préparation. Donc, je sais que tu as beaucoup de lignes montées avec la même forme de flotteur, mais avec différents plans de touche, différents types d'antennes, Ouais, des choses ouais. comme ça. Donc, bon, Oui, après, oui, c'est poussé dans l'excès parce que tu es un pêcheur de haut niveau, mais c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai eu la chance de connaître quand j'étais plus jeune. Et ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de petites choses, hein. Des fois, une antenne un peu plus fine, un plan de touche un peu plus gros, ça peut apporter plus de touches ou voir grossir la taille des poissons, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est sympa de partager avec les pêcheurs qui vont regarder la vidéo parce que les petits détails, ça fait des gros résultats à l'arrivée. oui, ça c'est sûr que au début, quelqu'un qui commence la pêche ou la compétition, quand on commence à parler de taille d'antenne, qu'une 0,6, ça déclencherait peut-être plus de touches qu'une 0,8 à un certain moment. Il va te regarder, il va te dire, oh là, je pense qu'on ne parle pas le même discours. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que c'est vrai. Que la taille d'une antenne, la taille d'un hameçon, la taille d'un plan de touche, sur une ligne qui reste principalement identique. Par exemple, si on prend un flotteur d'1 gramme ou une situation où on doit utiliser un flotteur d'1 gramme, le fait d'avoir un plan de touche de 11 par rapport à un plan de touche de 9, ça peut te déclencher des touches. Et l'inverse également. Donc c'est pour ça que c'est quand je monte des lignes, je monte toujours la même taille de flotteur, la même taille d'antenne, la même forme de flotteur, mais avec des antennes différentes et avec des plans de touche différents. Ok. Donc, en gros, on pourrait dire une antenne fine avec un petit plan de touche et une antenne plus épaisse avec un gros plan de touche, ou je dis une bêtise? Voilà, ouais, c'est En ça. gros, c'est un peu ça la règle, quoi. Ouais, c'est un peu la règle.
Ok. Bon, alors après, vu qu'on est dans la pêche à la canne, j'avais une autre question pour toi. C'est quels sont tes choix d'élastique et si tu es plutôt sur un ou deux brins? Alors, les élastiques pour la pêche à la canne, j'utilise essentiellement des élastiques Preston, c'est les slips élastiques. C'est un élastique, Donc, ça fait je longtemps. pense que ça fait très longtemps qu'ils sont sur le marché et beaucoup de compétiteurs et de pêcheurs au coup les apprécient et les utilisent. Mm. Donc, pour la taille que j'utilise, je les utilise de 0,75 à 1,20. Ok. Alors, pour la question, si je les utilise sur un brin ou sur deux brins, jusqu'à 0,85, 0,91, je les monte sur un brin. Je vais te faire voir. Après, on peut dire qu'on a aussi la chance d'avoir des cannes dans la gamme euro avec un surmonobloc de presque 1,60 m, donc ça fait une bonne réserve de puissance. Voilà. Ça fait une bonne réserve d'élastique, en effet. Donc, tu vois, là, il est monté sur un brin. Après, pour toutes les pêches que j'ai autour de chez moi, où je pêche assez souvent dans les étangs, même les canaux lorsque c'est des belles pêches, j'aime bien utiliser un élastique sur deux brins, mais tout en gardant un élastique d'une taille classique, c'est-à-dire une taille classique, c'est de 0,9, 1, 1,2. Et on a la particularité d'avoir sur nos cannes Euro, sur la série Euro, un renfort qui permet de percer les kits si l'on le souhaite, bien sûr, et de pouvoir y installer une pièce pour type roller Poula pour pouvoir utiliser les élastiques sur deux brins. Donc, moi, le fait de mettre un 0,9 par exemple sur deux brins, ça me permet de baisser la taille de mon bas de ligne. Lorsqu'on pêche, par exemple, je prends un exemple concret, que ce soit à hobby ou à le forêt, tu sais pas le poisson que tu vas piquer. Tu peux aussi bien prendre un gardon qui va faire 80 points que sortir une tanche qui en fait 2 kilos. Et pour ça, lorsque tu mets un bas de ligne à un 20 en 8 centièmes, par exemple, euh, ça permet d'amortir les chocs et d'avoir une chance supplémentaire de sortir ce poisson avec ce système-là. Ok. C'est un peu le système du Stripa carte, mais que j'adapte pour la pêche au cou. Et je pense aussi c'est des plans d'eau qui sont pas très profonds, donc ça te permet de ne Ouais, pas avoir de voilà, poissons qui viennent claquer en surface, des choses comme ça aussi. ouais, c'est ça. Et bon, je sais que tu es assez connu pour prendre des belles tanges, des brèmes dans ce coin-là, donc ça te donne un peu plus de sécurité, quoi. Ouais. Et je pense que là, j'ai converti quelques copains à utiliser ce système. Du coup, maintenant, Paulo, tu vas nous montrer comment tu montes une ligne. Donc là, je pense que tu m'as parlé d'une ligne à Olivette, donc pour pêcher les plaquettes. Ouais, c'est Ok. ça. Bon, bah, c'est à toi de jouer. Je vais vous faire voir deux petits trucs, deux, trois petits trucs que j'utilise quand je monte ma ligne. Quelque chose de. Alors, c'est pas un secret qui va faire trembler les murs, mais pour ceux qui débutent et qui veulent apprendre à monter des lignes, je pense que c'est deux, trois petites astuces qui leur seront utiles. Alors, la première chose, c'est que quand vous montez une ligne, il faut que votre bobine soit vraiment bien calée. Alors, pour ça, il ne faut pas qu'elle bouge. Alors, pour ça, moi, je me suis fabriqué juste un petit poids avec une boîte de conserve vide dans laquelle j'ai fait fondre du plomb. Alors, c'est assez lourd. Comme ça me permet de caler ma bobine de fil et qu'elle ne bouge pas. Ça, c'est l'un des premiers points. Il faut toujours que le fil soit tendu lorsque vous montez. Donc, voilà.
Alors, j'ai choisi un flotteur forme olive en quille carbone avec une antenne plastique de 8. Voilà. Alors, on passe le nylon dans l'œillet, bien sûr. Alors, on parlait de la gaine silicone tout à l'heure. Donc là, je vais utiliser une gaine de 5. Et sur ma quille, je vais mettre 3 bouts. Alors, les 2 premiers petits bouts feront entre 1 et 2 mm. Et le dernier morceau que je mettrai à la fin de ma quille sera plus long et fera, je pense, un bon centimètre de longueur. Alors, autre chose, lorsque vous montez une ligne, assurez-vous d'avoir assez de lumière, d'être ou en plein jour, ou d'avoir, après, je vous ferai voir, sur mon poste de travail, moi j'ai installé une big ampoule, comme ça me permet, lorsque je viens y travailler le soir ou dans la journée quand il fait un peu sombre, d'avoir vraiment de la lumière, c'est très important. Donc là, j'ai enfilé les 3 petits bouts de gaine sur mon nylon. Alors, les 2 petits bouts, la première, je viens la coller au cul du flotteur. La deuxième, à peu près au milieu. Et la dernière, qui est un peu plus longue, sur le bout de la quille et en laissant dépasser 1 mm qui sort de la quille. Alors pourquoi? Ça évite beaucoup d'emmêlage. On n'en a pas parlé tout à l'heure lorsqu'on a présenté la plombée et les flotteurs, mais le fait de laisser dépasser 1 mm de gaine qui sortent de la quille, ça permet à la plombée de beaucoup moins s'emmêler. Surtout quand on est un pêcheur rapide comme toi, Paul. Ouais. Alors, là, je vais utiliser une olivette de 0,50. Ouais, voilà. Hop. Voilà. Alors, et je vais je vais commencer avec un plomb neuf. Alors, pour pincer mes plombs, j'utilise une pince à bec plat. Alors, surtout, le petit conseil que je peux donner aussi là-dessus, c'est d'avoir une pince assez souple pour vraiment bien sentir lorsque vous serrez vos plombs. Et alors, je vous conseille également, c'est d'acheter une pince et de la garder. Et toujours monter vos plombs avec la même pince. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous allez avoir fait quelques lignes, quelques montages de lignes, vous allez voir que la pince, ça va être un outil, ça va être votre main. Et vous allez vraiment sentir avec précision la façon et dont vous allez écraser vos plombs sur votre nylon. Alors, il faut toujours, pareil, là, on voit, que le fil soit tendu. Et surtout, ne lâchez jamais votre nylon. Jusqu'à la fin, jusqu'à pratiquement la fin, lorsque vous avez fini de monter votre ligne, qu'elle est pratiquement finie d'être équilibrée, que votre plombée soit faite, ne lâchez pas le nylon. Comme ça, vos plombs sont toujours pincés dans le même sens. Alors là, j'ai mis une olivette de 0,5, un plomb numéro 9, et je vais continuer avec des plombs numéro 10. Alors, je prends 2, 3, je vais en mettre 3 pour commencer. Alors, vous voyez, je lâche jamais le fil.
Alors, je mets 3 numéro 10. Je vais mettre un numéro 11. Et on va finir par un numéro 12. Voilà. Donc là, ma plombée principale est pratiquement finie. Il me reste juste à rajouter quelques plombs au-dessus de l'olivette pour la bloquer. Alors pour ça, je vais prendre un 12. Voilà. Donc, on va la tester. Donc, je pense que vous ne voyez pas, mais on vous fera des gros plans tout à l'heure. Là, il manque pas grand-chose pour que le flotteur soit équilibré. Donc, je vais compléter ma plombée par des stots, par des 13. Donc, voilà. Alors, les gens qui me connaissent savent que je pêche vraiment surplombé, vraiment surplombé. Donc, même chez moi, je mets je m'applique à ce que l'antenne soit vraiment bien plombée. Alors là, pareil, du coup. Je mets un stot numéro 13 pour essayer de finir l'équilibrage. Alors, il manque encore un petit poil, mais je pense qu'un 13, ça sera beaucoup. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un stot numéro 13 et avec une lame de rasoir, je viens le couper en deux. Alors, certains vont peut-être rigoler, c'est peut-être un peu tatillon, mais croyez-moi que le fait d'équilibrer la ligne vraiment pile poil et de rajouter des tout petits morceaux de plomb de cette façon-là, de une, votre flotteur sera 2 fois plus sensible, et de deux, si quand vous arrivez au bord de l'eau et que votre plombée vous semble trop plombée ou des choses comme ça, où il faut que vous enleviez des plombs parce qu'il y a du vent ou des trucs comme ça, c'est beaucoup plus facile d'enlever des tout petits morceaux de plomb et des styles numéro 13 que autre chose. Voilà, la plombée est nickel. Donc, voilà, je vous fais voir. Donc, ensuite, on n'hésite pas. Hop. On fait attention à ne pas casser la ligne en remontant le flotteur. Donc, pour ça, on enlève la première bague. Hop. On la repositionne. Et on remonte les plombs et l'olivette sur 50 cm pour éliminer la partie sur laquelle on a serré les plombs. Et le fait de remonter ces plombs comme ça les ouvre un petit peu, ce qui fait que lorsque vous aurez à bouger votre plombée, ce sera plus facile. Donc là, je coupe au superflu et je vais vous faire voir. Alors là, la plombée, je vais pas positionner mes plombs tout de suite parce que alors je le fais pas systématiquement sur toutes mes lignes, mais sur les lignes
qu'on prépare longtemps à l'avance, j'ai un petit truc, c'est que je mets la plombée en peinture. Alors pourquoi? Tout simplement, comme ça évite au plomb de s'oxyder. Alors c'est tout simple, je vous ferai voir après. J'irai dehors, tu rajouterais ça. Je prends une bombe de peinture noire mat, je fais tourner un peu la plombée comme ça, je pulvérise la peinture dessus. Je laisse la ligne sécher pendant 1 heure ou 2, et après, je place mes plombs et je range ma ligne sur un plioir. Alors ça donne des lignes, voilà, je ne sais pas si on le voit, mais ça donne des lignes comme ça, noires, et qui ne s'oxydent pas. Alors, pour garder des lignes longtemps, c'est un petit conseil que je vous donne. Et donc là, Paulo, je vois que tu as placé ta ligne à l'envers sur ton plioir. Ah oui, bah, tu fais bien de m'en parler. Tiens, c'est une autre petite astuce. C'est que, alors, certaines personnes montent plusieurs flotteurs de la même taille avec des longueurs de lignes différentes. Ils font par exemple une série de 3 mètres, une série de 4 mètres, une série de 5 mètres. Alors, je l'ai fait longtemps à mes débuts, mais depuis quelques années, j'ai un pote qui m'a fait avoir ça. Et c'est vrai que c'est une astuce qui est très pratique. En fait, ma ligne est montée à l'envers sur le plioir. Ce qui fait que je fais une ligne de 6 mètres à peu près à chaque fois. Et je viens l'enrouler à l'envers. C'est-à-dire, je vais la dérouler complètement. Ce sera plus simple pour le présenter. Donc voilà. Donc j'ai ma boucle que je viens placer sur mon petit ergot, sur mon plioir. Et j'enroule le fil autour. Voilà. En partant par le haut de la ligne. Ce qui fait que quand j'arrive au bord de l'eau, en général, on sait à peu près le fond sur le parcours où on va pêcher. Il me suffit de mettre directement un hameçon. La première chose que je prends lorsque je prends ma ligne, c'est la boucle avec le plomb de touche au-dessus. Je prends mon hameçon, je le fixe à la boucle et je l'attache au cul de mon kit. Et je déroule ma ligne jusqu'à la longueur souhaitée. Et là, je refais une boucle et je l'attache au connecteur. Ça me permet ainsi d'avoir pouvoir utiliser les mêmes lignes avec différentes longueurs. Et de gagner un peu de Alors, temps. puis de gagner du temps. Ça, c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps comme ça. Autre petite astuce, on n'en a pas parlé, je peux vous le faire voir vite fait là. C'est au niveau de nos plioirs, on a un petit curseur sur les côtés, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un fixe ligne pour que notre ligne soit correctement tendue sur le plioir. C'est un petit curseur avec des petits ergots qui est coulissant sur toute la longueur du plioir, ce qui fait qu'on vient placer la boucle sur un des ergots et on tend la ligne. Plus besoin d'élastique pour tenir la ligne. Alors il y a différentes tailles de plioir et puis de largeur. Hein. Là, on peut le voir. Voilà. C'est une petite astuce sur nos plioirs qui est très très agréable. Donc ça évite de On perd plus les élastiques, les élastiques ne se cassent plus. Ouais, voilà. Ok. Voilà. On a fait le tour, Paulo. Du coup, tu as peut-être d'autres petites astuces à nous donner ou tu gardes ça pour une prochaine vidéo? Je pense qu'on va en garder quelques-unes sous le coude pour une prochaine fois. Ok, bon bah tous les gens qui ont regardé la vidéo, qu'ils n'hésitent pas, s'ils ont une question, qu'ils la posent en commentaire. Et puis on a encore 1 mois de confinement, donc on a encore pas mal de temps pour faire des petites vidéos comme ça. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on se retrouve vite au bord de l'eau avec Paulo pour faire une belle petite vidéo dans un plan d'eau du Nord ou un canal, quelque chose comme ça. Donc, eh ben, on se dit à bientôt. Paulo, un petit mot de la fin? Bah écoutez, ouais, j'espère qu'on pourra sortir rapidement pour se retrouver au bord de l'eau. Et puis voilà quoi, c'est une passion qu'on a pas mal de monde en commun, une belle passion.
Surtout, n'hésitez pas de mettre vos enfants au bord de l'eau à la pêche. Croyez-moi, c'est vraiment une passion très agréable. On rencontre beaucoup de monde, on se fait beaucoup d'amis et on est au bord de l'eau, dans la nature. C'est très bien. Bon, bah alors Et on se dit puis, à. un petit mot pour toi, hein, mon petit fût, comme je t'appelle entre nous, mon petit fût. Bah ouais, bien sûr, que j'espère qu'on pourra se voir bientôt au bord de l'eau pour partager une partie de pêche et une vidéo. Ok, bon, bah on se dit à très bientôt et puis bah bonne soirée, Paulo. Merci. Salut. Salut, bientôt, salut.